mécaniquement. C'est le jeu de ça. Bien, bah écoutez, il est 12h30, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus assister à cette table ronde. Donc, je suis Gérard Mardinet, donc un des vice-présidents de l'ORS, Observatoire de la RSE, et on va parler d'actionnariat salarié, plus particulièrement de comment l'actionnariat salarié peut-il être un levier d'engagement et de performance durable. Donc, un petit mot de l'ORS pour vous dire que c'est une organisation multi-parties prenantes, c'est très important, qui accompagne les stratégies RSE des entreprises et qui est experte référente de la RSE en France. Donc, je vous invite bien sûr à venir voir le stand de l'ORS, qui est le stand PU 3101. Vous le trouverez sans peine. Alors, l'ORS, dont la présidente est Hélène Valade, donc mène des travaux pour aider ses entreprises membres à toujours mieux intégrer la RSE dans leurs activités et pratiques, les organisations syndicales de salariés, des associations et bien sûr les entreprises membres constituent un vivier de réflexion pour permettre
de produire des livrables qui concernent le déploiement de la RSE dans les entreprises et donc alimenter ses membres avec des documents qui permettent de mieux déployer la RSE. 3 missions de la RSE, anticiper et animer les dynamiques émergentes de la RSE, vu que c'est un domaine en constante évolution. Fédérer autour de la RSE toutes les fonctions dans les organisations. En gros, faire que la RSE ne soit pas appropriée uniquement par le directeur du développement durable de la structure concernée quand elle en a un, mais que ça diffuse largement dans l'entreprise. Et comme je le disais, mettre à disposition des travaux concrets, des clés de compréhension et une analyse des bonnes pratiques en France, en Europe et à l'international. Alors, le thème de la table ronde, bien sûr, tourne autour de l'actionnariat salarié et comment il peut aider et contribuer à mieux ancrer les pratiques RSE dans l'entreprise. Cela fait suite aux travaux qui ont eu lieu l'année passée sur la raison d'être des entreprises et comment déployer la raison d'être des entreprises. Vous savez que c'était une des dispositions facultatives de la loi Pacte. Donc il y a eu un gros travail d'effectuer là-dessus dans l'axe gouvernance responsable qui est étudié à l'ORS. Alors, un petit point pratique avant de passer à une petite description concrète de ce qu'est l'actionnariat salarié. Pour poser des questions, il va falloir passer par un module d'interaction comme il est mentionné sur le slide. Alors pour ça, il faut que vous alliez sur votre smartphone sur le site ProDurable. Vous allez cliquer sur la conférence d'aujourd'hui, actionnariat salarié, vous allez la trouver et vous avez un lien pour poser des questions. Mais comme les questions interviendront à la fin, vous aurez le temps de trouver l'application. Alors, une petite définition rapide de l'actionnariat salarié. Donc, c'est le fait que les salariés détiennent des actions de leurs entreprises et donc possèdent une partie du capital de leur entreprise. Mais tout ça, pas de manière isolée et non coordonnée. Il ne suffit pas qu'un salarié parmi 5000 d'une entreprise de 5000 salariés ait acheté 2 actions en bourse pour qu'on parle d'actionnariat salarié. Donc, c'est un dispositif d'actionnariat organisé, souvent à l'origine impulsé par la direction de l'entreprise comme partie intégrante de sa stratégie d'entreprise et qui est alimenté en grande partie par les mécanismes de participation et d'intéressement aux résultats. Pas uniquement, mais en grande partie. Les actions sont souvent logées dans un fonds commun de placement d'entreprise, d'actionnariat salarié, même si ce n'est pas le seul vecteur, vu qu'il peut y avoir aussi des actions détenues au nominatif qui sont issues d'offres réservées aux salariés et qui sont dans ce cas-là des actions que vous détenez en propre. Bien sûr, cet actionnariat est connu de l'entreprise, vu qu'un certain nombre de dispositions sont liées au pourcentage de capital détenu, et en particulier, il y a un seuil de 3% de détention du capital qui permet que l'actionnariat salarié puisse prétendre avoir un administrateur au sein du conseil d'administration de l'entreprise. Alors bien sûr, cet administrateur représentant l'actionnariat salarié venant en plus des administrateurs représentant les salariés qui, eux, ne sont pas liés à la détention d'actions. Quelques chiffres. L'actionnariat salarié en France, c'est un peu plus de 3% de l'actionnariat des entreprises. Ça équivaut, alors bien sûr, ça fluctue en fonction des cours de bourse, vu que de nombreuses entreprises où il y a de l'actionnariat salarié sont des entreprises cotées, même si ça peut concerner des entreprises non cotées. Et ça correspondait à un encours de 52 milliards d'euros au 30 juin 2019, donc c'est quand même un encours significatif. Il y a 3,5 millions de salariés actionnaires, ce qui, quand on le compare au nombre d'actionnaires individuels, 3,2 millions, donc on voit qu'il y a quand même un nombre de nos concitoyens assez élevé qui sont salariés actionnaires. Donc, la France est le premier pays européen en termes d'actionnariat salarié, en termes de pourcentage détenu, mais bon, il faut, entre guillemets, ramener ça à d'autres éléments, et en particulier que dans d'autres pays, en particulier les pays nordiques, il y a une participation des salariés à la gouvernance des entreprises qui n'est pas liée au fait qu'ils soient actionnaires de leur entreprise. Donc, l'actionnariat salarié correspond à une situation où une proportion importante de salariés sont actionnaires de leur entreprise, les salariés étant une partie prenante importante des entreprises, avec des effets bénéfiques attendus. Alors, ces effets bénéfiques attendus, et on va en discuter lors de la table ronde, quels sont-ils? Déjà, un actionnariat stable et de long terme. Effectivement, l'actionnariat salarié est en général un actionnariat
stable pour différentes raisons, en particulier que souvent il est alimenté à partir de sommes issues de la participation et de l'intéressement avec un abondement de l'entreprise, et que dans ce cas-là, il y a un blocage de 5 ans. Et donc, ça fait quand même un actionnariat qui, globalement, est très stable, sachant que beaucoup de salariés actionnaires ne débloquent pas forcément leur épargne d'actionnariat salarié au bout des 5 ans. Hein. Donc, ça en fait un actionnariat stable, et c'est souvent important pour les entreprises. Il va donc associer à ça que les actionnaires salariés, les salariés d'une manière générale, sont très intéressés au long terme de leur entreprise, en fait. Et c'est probablement le pan de l'actionnariat qui est souvent, à côté de l'actionnariat familial quand il existe, un pan de l'actionnariat qui est très intéressé au long terme. Et quand on va parler de RSE, c'est quand même un point important. Et ils sont soucieux du long terme de leur entreprise, d'abord pour qu'elle leur assure un emploi pérenne, des opportunités de carrière, et puis qu'elles permettent de se développer dans un contexte où le long terme est important dans le cadre du déploiement des objectifs de développement durable. Le deuxième effet bénéfique attendu, c'est une dynamique de motivation et de cohésion sociale. On aura l'occasion de revenir dessus également. Une performance économique qui serait liée, donc, dans les attendus, à un supplément d'engagement du fait d'être à côté de son statut de salarié, d'être actionnaire de son entreprise. Et puis aussi, l'autre effet attendu, un atout pour la gouvernance des entreprises, à partir du moment où, effectivement, au-dessus d'un certain seuil, l'actionnariat salarié est éligible à désigner un administrateur au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'entreprise. Alors, cette table ronde va être organisée autour de 3 questions. Quels sont les avantages de l'actionnariat salarié comme vecteur de déploiement des pratiques RSE? Et on fera un premier tour de table autour de ça. Deuxième question, quelles sont les conditions d'efficience de l'actionnariat salarié? Et une troisième question, est-ce qu'il est nécessaire d'aller au-delà des dispositions qu'a prévues la loi Pacte, qui a été promulguée donc en juin 2019, et qui prévoit un certain nombre de dispositions liées à l'actionnariat salarié. Donc on ouvrira la boîte pour dire comment on peut éventuellement améliorer ou prolonger ces dispositions. Alors pour en parler et ensuite pour en débattre, nous sommes 4 intervenants. Donc je commence. Jacques N15, donc, qui est responsable compte stratégique chez Natixis Interépargne, qui est un des membres de l'ORS, et qui a une expérience de gestion et une vision globale des FCPE d'actionnariat salarié, vu que Natixis Interépargne est un des grands gestionnaires de FCPE. Jean-Yves Chamera, donc directeur des ressources humaines du groupe STEF, qui est une grande entreprise avec un actionnariat salarié important et de longue date. Donc c'est intéressant d'avoir cet éclairage. Yannick Grandjean, PDG de CIRSA, qui est un cabinet de conseil en RSE, et qui a plus particulièrement une vision de l'actionnariat salarié dans les PME et les ETI, entreprises de taille intermédiaire. Donc voilà, moi-même Gérard Mardinet, donc je suis un des vice-présidents de l'ORS, secrétaire général de la CFE-CGC, Confédération française de l'encadrement, salarié de Safran, qui est membre de l'ORS. Je suis président d'un des fonds d'actionnariat salarié de l'entreprise, où l'actionnariat salarié est de l'ordre de 7% aujourd'hui, après avoir été beaucoup plus important. J'ai été pendant 4 ans administrateur donc, du groupe représentant l'actionnariat salarié. Donc voilà pour la présentation générale de l'actionnariat salarié, de notre thème de discussion et de nos participants. Donc je vais commencer par passer la parole à Jacques en lui posant la question: quels sont les avantages de l'actionnariat salarié comme vecteur de déploiement des pratiques RSE? Merci Gérard. En fait, la première réponse qui permet de favoriser le développement de la RSE pour les entreprises, mine de rien, c'est un attrait fiscal, puisque l'actionnariat salarié bénéficie d'avantages fiscaux et sociaux pour l'entreprise, notamment via les mécanismes liés à l'intéressement participation qui peuvent venir alimenter cet actionnariat salarié, mais après, via quelques mesures complémentaires, notamment introduites par Pacte, qui favorisent l'essor, la diffusion, le développement de l'actionnariat salarié avec, là encore, des forfaits sociaux réduits ou alors des pratiques d'abondement unilatéral qui permettent de, tout d'un coup, associer l'ensemble de vos salariés au capital. Donc là, c'est plutôt une réponse que je fais un peu fiscale, en tout cas une réponse plus financière sur le sujet.
mais ça participe de l'attrait. Ok. Jean-Yves Chaméra, de votre côté? Je crois que l'actionnariat salarié, pour moi, pour nous, j'allais dire, au sein de STEF, il s'inscrit dans une vision globale et dans une cohérence. C'est-à-dire que, alors déjà, si on prend, j'ai envie de dire deux chiffres, on est 19 000, il y a 11 500 actionnaires. Donc, peu ou prou, deux tiers sont actionnaires. Je ne compte pas les retraités. Ça dure depuis maintenant quasiment 30 ans, depuis 93. Les 11 000, le PE en question détient 17% du capital. Donc il y a vraiment, j'allais dire, c'est quelque chose qui est à l'origine, qui est même qui est à l'origine de l'entreprise. C'est-à-dire que, alors on aurait dû fêter nos 100 ans cette année. Je dis on aurait dû parce que les circonstances ont fait qu'on a pensé à autre chose. Ça, comme vous pouvez l'imaginer. Mais l'entreprise, en tout cas dans sa conception, dans son organisation actuelle, elle date à peu près de 25 ans. Et pour ancrer cette organisation, le PE est intervenu à l'appui de cette organisation. Donc j'allais dire, c'est une vision qui consiste à dire on partage les fruits du capital, on associe le capital au travail. Et à ce titre-là, j'ai envie de dire, ça ancre, ça s'inscrit pleinement dans des fondements de RSE, même si à l'époque d'ailleurs on n'en parlait pas du tout, en tout cas pas chez nous. Et ça donne de la cohérence. Et clairement, alors vous parliez d'engagement tout à l'heure, Gérard, c'est difficile d'en mesurer les chiffres, mais ce qu'on peut constater chez nous en tout cas, c'est que on a un turnover plutôt faible. Les gens gardent se projettent. Vous voyez, sur les 11 500 actionnaires, enfin 11 500 collaborateurs actionnaires plus exactement, il y en a 90% qui sont détenteurs depuis plus d'un plan. Et certains sont détenteurs du PE depuis sa création. Et puis évidemment, parce que ça va avec, ça a accompagné le développement de l'entreprise. On est plutôt, d'ailleurs, on est dans une vision industrielle, donc on est dans une vision de long terme. Ce qui marque de la cohérence, je crois qu'on y reviendra après, mais ce qui est important dans ces démarches-là, c'est vraiment la cohérence entre la vision, la stratégie de l'entreprise et l'actionnariat salarié tel qu'il s'incarne. Et pour revenir sur les chiffres financiers, depuis la création, finalement, c'est quasiment, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est presque en relation avec l'ancienneté, puisque la part a été multipliée par 30 depuis l'introduction, depuis la création du PE. Ah, pardonnez-moi. Transport et logistique au froid. Si vous avez déjà vu des camions blancs avec des ronds bleus. Voilà. Et bonjour à tous, donc Yannick. Peut-être effectivement quelques chiffres aussi pour commencer. Donc nous, on a étudié cette année en détail plus de 500 PME ETI sur le territoire français, tout secteur, toute géographie, toute taille, des entreprises de 30 personnes et des entreprises de 2-3 000 personnes. Et avec un peu moins de granularité sur la donnée et moins de précision, 2000. Quand on regarde ça, la première zone de difficulté des entreprises qu'on a étudiées, c'est deux choses, rien de révolutionnaire, hein, mais c'est la guerre pour les talents, c'est ce qui revient dans la bouche de tous les dirigeants, pour les attirer et les recruter. Et ce qu'on voyait il y a 6 ans quand on a lancé l'activité, c'est que les gens qui avaient du mal à recruter, c'était les industries avec des emplois difficiles, pénibles, ou dans des bassins d'emplois compliqués, un peu en déshérence, un peu désindustrialisés, un peu excentrés. Aujourd'hui, 100% des sociétés auxquelles on s'adresse, et quand on interroge les dirigeants, ont des problèmes de recrutement, d'attraction et de rétention, avec des taux de turnover qui explosent, littéralement. Enfin, je pense que vous avez plus de statistiques que moi là-dessus, peut-être au niveau macro-national. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit sur le tissu des PME et là, non coté. Donc, il s'agit d'entreprises qui sont détenues par des familles ou par des fonds d'investissement. Et donc, ce qui est sûr, c'est que quand on voit ça côté entreprise et quand on voit de l'autre côté, sur l'aspect contrat social, le contrat social un peu façon 20e siècle, pacte salarial entre une entreprise et ses salariés avec un contrat sous forme de CDI, une rémunération sociale, une protection, une prévoyance, une retraite qui se rabolit un petit peu, qui devient un peu défavorable. On peut comprendre les chiffres que je citais juste avant. Et ce qui est sûr, c'est qu'on voit aussi dans ces entreprises-là qu'il y a une vague de fonds massifs qui essayent d'intéresser les salariés à l'entreprise et que l'actionnariat salarié en est un des vecteurs. C'est point 1. Le lien avec la RSE, je reçois complètement ce que vous venez de dire, c'est la cohérence. Et pour avoir accompagné des entreprises à mettre en place leur stratégie RSE, ce qu'on voit, c'est que l'actionnariat salarié arrive comme une preuve ou un vecteur de portage de la stratégie RSE. En fait. Vous pouvez raconter l'histoire que vous voulez à vos salariés. Il n'y a pas
meilleur aboutissement que de leur dire rentrez dans l'aventure et que ce soit... alors les modalités ne sont pas du tout les mêmes sur les entreprises cotées, sur les grosses ETI et sur les PME, mais dans des PME, ça peut prendre la forme de BSPCE, d'actions gratuites. Et donc là, quelles que soient les modalités, qu'on intéresse les 5 plus gros cadres, les 20 cadres de rang 2 ou 300 personnes, on sent qu'il y a une demande très forte et de la part des dirigeants et de la part des salariés à souscrire à ces sujets-là. Donc c'est sûr que ça porte les stratégies RSE et que c'est même un des piliers de la stratégie RSE de marque employeur, d'attraction et de recrutement, c'est certain. Tu veux que je garde la parole sur les conditions d'efficience ou de mise en œuvre ou on la fait tourner ? Oui, je vais poursuivre de mon côté sur la première question, finalement, avec mon expérience d'avoir été dans une entreprise à très fort actionnariat salarié, vu que l'entreprise dont je fais partie, qui s'appelait Sagem à l'époque, avait fait l'objet d'un rachat d'entreprise par ses salariés. Donc on était dans la configuration d'actionnariat salarié majoritaire. Et je voulais juste réfléchir ensemble sur l'actionnariat salarié se révèle un moteur de diffusion de la RSE différemment en fonction du pourcentage de capital détenu, en fait. C'est-à-dire, si vous êtes dans la configuration d'un actionnariat salarié très fort, soutenu par une stratégie d'entreprise, effectivement, le long terme est pris en compte. Et c'est ce que j'ai vécu pendant les 20 premières années de ma carrière. Et après, suite à une fusion d'entreprise, l'actionnariat salarié s'est dilué finalement pour arriver d'un actionnariat salarié majoritaire à aujourd'hui 7%. Et donc, en fonction de la nature du capital et de qui sont les autres acteurs, en particulier des fonds d'investissement qui peuvent être de différentes natures, on voit qu'il y a plus de mal à révéler cet apport bénéfique qu'on a cité tout à l'heure. Et ça, c'est très important. Quand il y a un actionnariat familial, en fait, l'actionnariat familial se retrouve en général très cohérent avec des logiques de long terme et finalement une convergence d'intérêts avec ceux des salariés qui sont aussi intéressés au long terme. C'est moins le cas quand même quand il y a un actionnariat qui est quand même très détenu, enfin qui est très majoritairement constitué de fonds d'investissement. Alors ça dépend de quels fonds il s'agit aussi. Vous savez qu'il y a des fonds ISR, etc. Mais en général, c'est quand même plus dur à révéler ce potentiel. Où les critères de rémunération variable des dirigeants sont basés sur des critères financiers à court terme et donc le long terme peut passer au second plan. Alors, il y a un deuxième avantage de l'actionnariat salarié, c'est qu'il rend visible la position que peuvent exprimer les salariés actionnaires et plus globalement les salariés sur la stratégie d'entreprise à partir de la participation au vote des résolutions en assemblée générale et la capacité, à partir du moment où ils détiennent plus de 3% du capital, de déposer des résolutions en assemblée générale. Donc ça, c'est important quand même, parce que c'est un vecteur qui rend public la position des salariés sur certaines dispositions. Moi-même, j'ai eu, en tant que président du fonds d'investissement de ma société, à déposer des résolutions pour une résolution qui visait à une distribution de dividendes en moindre augmentation pour préserver une capacité d'autofinancement d'investissement, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des exemples pour montrer la prééminence du long terme que visent les salariés. Alors, un autre point aussi dans les avantages d'actionnariat salarié, on en a parlé un petit peu, c'est dans les PME où finalement ça peut être un vecteur qui facilite la transmission d'entreprise et la succession des dirigeants. Et je sais, pour en avoir discuté avec nos collègues de la CPME, qui représentent les petites entreprises, qu'effectivement, l'actionnariat salarié dans une petite entreprise peut être un vecteur qui facilite la transmission d'entreprise. Donc voilà pour notre premier tour de table. Et on embraye sur la deuxième question qui est, voilà, il y a des bénéfices attendus de l'actionnariat salarié. Maintenant, est-ce qu'il y a des conditions d'efficience associées à ça ? Oui, on le voit dans les entreprises qu'on accompagne. Et c'est un point qu'on a partagé avec Jean-Yves. C'est qu'est-ce que veut faire l'entreprise autour de l'actionnariat salarié ? Si c'est juste bénéficier de conditions fiscales avantageuses, elle n'ira pas très loin. Ça marchera un petit peu, mais ça ne marche pas beaucoup et surtout, ça ne prend pas sur le long terme. Ce qu'on voit sur les entreprises qu'on accompagne, c'est que ça fonctionne quand il y a une réelle volonté de la direction de travailler autour de l'actionnariat salarié. C'est un indicateur tout simple. C'est un fonds d'actionnariat salarié, c'est un fonds. Donc il faut le gérer avec un conseil de surveillance. Et il y a des membres qui représentent la direction et des membres qui représentent les salariés.
Et typiquement, s'il n'y a pas de membres à ce conseil de surveillance de la direction, ça donne un mauvais signal. Si à chaque fois, il y a un représentant de la direction qui vient en disant c'est bon, ils m'ont tous donné leur pouvoir, sous-entendu, ils n'ont pas envie d'être là, ça ne les intéresse pas, ça ne prend pas. Ça ne donne pas forcément des bons signaux. C'est en plus, dans ce conseil de surveillance, c'est l'occasion d'échanger. Donc là aussi, c'est l'attitude de la direction et des salariés autour des échanges, autour des sujets qui vont être abordés, et ça participe d'une condition forte de la réussite de l'actionnariat salarié. Et puis, donc, un lieu d'échange, et puis un lieu aussi d'écoute. On le voit aussi sur les entreprises qu'on accompagne, on a souvent des questions sur la stratégie, voire des analystes extérieurs qui interviennent. Et là aussi, c'est encore un lieu d'échange entre la direction et les salariés. Donc si ce lieu d'échange n'est pas utilisé, si l'actionnariat salarié n'est pas un vecteur, un lieu d'échange entre la direction et les salariés actionnaires, ça ne fonctionnera pas. Jean-Yves, ouais. Oui, je parlais tout à l'heure de cohérence. D'une certaine manière, et de manière un peu familière, il faut savoir ce qu'on veut. Et je pense que c'est d'autant plus important que la matière est extrêmement sensible. Il ne faut jamais oublier que quand on parle d'actionnariat salarié, on demande à des gens d'investir leur épargne personnelle. Et ça, c'est un des sujets les plus sensibles qui soient. Et on ne peut pas se contenter de dire allez, vous le faites si vous en avez envie, vous verrez bien, ou faites-le, vous verrez, ce sera très bien dans 5 ans. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment que de ce point de vue-là, il y ait des engagements concrets, il y ait une vision concrète, et ça s'incarne dans une politique. Alors si je prends notre cas, je le disais tout à l'heure, donc c'est depuis les débuts de l'entreprise dans son organisation actuelle. Ça s'inscrit dans la vision de l'entreprise. Pour illustrer un peu concrètement mon propos, je vais prendre la France parce qu'on l'a d'abord déployé en France. Tous les ans, on a une campagne annuelle. Et la campagne annuelle, elle vient à l'appui d'une présentation des résultats de l'année, de la vision pour les années futures et de la distribution afférente en termes de participation et d'intéressement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, voilà où on en est, voilà où on va, voilà, si vous investissez, voilà ce que ça peut donner. Quel sens vous allez porter, fondamentalement, je trouve que l'actionnariat salarié, c'est un énorme vecteur de sens. Et puis voilà ce que, au regard de la manière dont on a tous, dont l'entreprise a fait tel résultat, voilà ce que l'entreprise est capable de distribuer. Et après, évidemment, libre à chacun d'investir ou pas. Et ce qui est très important, c'est que ça doit vraiment, ça doit irriguer, ça doit infuser, si vous me passez l'expression, dans l'ensemble de l'entreprise. Et si je prends la manière dont on fait d'abord des réunions avec le management, et le management à la charge, et je peux vous dire qu'on le vérifie, d'animer dans chacun, soit de ses services, soit de ses filiales, de ses sites, et de porter le même. Alors le discours et d'ailleurs le discours et la présentation sont les mêmes partout. Et on touche donc, l'objectif c'est de toucher l'ensemble des collaborateurs. Alors étant entendu qu'en plus, je parlais tout à l'heure de donner envie, on l'a sorti, il y a la possibilité pour les gens d'investir leur épargne. Alors ça va évidemment mieux quand vous distribuez de la participation intéressement, parce que ce n'est pas sur l'épargne personnelle des gens. Et en plus, on l'a sorti d'un abondement qui, en l'occurrence, est dégressif, c'est-à-dire que notre volonté, c'est vraiment de favoriser les plus petits versements. Donc, les abondements sont plus intéressants sur des versements plus petits. J'ajoute un point, c'est que c'est un formidable outil d'intégration. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'on a une croissance externe, c'est vraiment un des premiers, c'est ce qu'on met en avant. On le déploie très vite. En plus, dans les conditions légales, bon, en France, c'est pas compliqué. Mais même à l'étranger, on s'est implanté en Espagne, on a mis en place le PE au bout d'une dizaine d'années. Dernièrement, notre dernière croissance externe, c'était aux Pays-Bas. Au bout de 2 ans, on l'a implanté et avec un vrai succès. La seule difficulté dans les autres pays que la France, c'est que vous n'avez pas la même législation fiscale et que vous n'avez pas les notions de participation intéressement. Donc là, les gens investissent réellement sur leur épargne personnelle. Mais quand on voit alors on n'a pas des taux de détention comparables à ceux de la France, mais quand on voit les taux de détention, ça porte, on voit bien que ça porte du sens et ça porte le succès. Un point important également pour terminer, c'est que on ne fait pas rêver les gens inutilement. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a sorti toujours de la notion de risque, parce que ça reste un investissement dans une valeur d'entreprise avec les risques que ça porte.
Donc c'est important de donner la vision tout en précisant bien que ça reste un acte individuel, ça reste un acte de volontariat. Yannick. Merci Jean. Je partage complètement sur la cohérence et sur le sens, sauf que ce qu'on voit dans les PME et les ETI, alors pas toutes évidemment, hein, mais c'est quand on travaille avec les dirigeants pour mettre en place des stratégies RSE dont l'actionnariat peut être un pilier, c'est que le truc peut vite se retourner en une ruse comme je le disais tout à l'heure, d'attirer le salarié et de le coller au siège, de le retenir, parfois malgré lui, donc il peut y avoir des biais, puisque la personne peut être... Et donc nous, la difficulté qu'on a, en fait, elle tient à la gouvernance. Là où dans les grands groupes et les grandes ETI, notamment côté, ces organes de discussion, de ces forums d'échange sont clés et enfin, s'ils fonctionnent. Dans les plus petits groupes, en fait, on se rend compte que le dirigeant, il peut vite avoir tendance à dire on va rééquilibrer un peu le contrat social et le pacte en donnant un peu de capital, en échange un peu d'aliénation et de travail, parce que les salaires ont stagné, parce que le job est moins intéressant qu'il fut un temps, etc. Mais par contre, on ne va pas impliquer les salariés dans la gouvernance. Quand vous avez une boîte de 15 personnes, 30 personnes, 50 personnes, vous avez peut-être envie de partager les fruits du capital, vous n'avez peut-être pas envie de partager la roadmap stratégique, la gouvernance, donc vous n'avez peut-être pas envie de la transparence qui va avec. Et donc c'est pour ça que la cohérence est essentielle sur le partage de la roadmap, sur le partage de la stratégie, et sur le narratif avec les salariés, parce que si vous faites arriver l'actionnariat seul, il y a une déception. Et après, je vous rejoins exactement sur les conditions d'efficience ou les risques qu'on voit, d'autant plus sur des petites sociétés, pareil, qui ont un peu moins de surface et d'assises, donc qui sont plus volatiles. Le premier, c'est que si les salariés investissent sur fonds propres dans leur propre société, ils sont quand même très exposés. Donc les dirigeants ont très souvent du mal à leur demander de souscrire à des actions. Donc il y a d'autres instruments justement qui sont typiquement les bons de souscription, enfin les BSPCE pour les jeunes entreprises ou les actions gratuites, qui là peuvent être achetés ou non par les salariés. Et là il y a une question qui se pose dans une petite entreprise, c'est est-ce qu'on fait payer les salariés? Alors ce que vous disiez c'est très correct, c'est que vous le voyez chez vous et nous on le voit partout, c'est que les salariés mettent volontiers leur participation ou l'intéressement quand il y en a pour acheter, mais quand il n'y en a pas et qu'il s'agit de leur dire on va vous faire souscrire 1 ou 2 mois de salaire pour avoir les actions, il n'y a pas grand monde qui vient. Et on peut comprendre pourquoi, bien sûr. Et donc, mais ce que je veux dire, c'est que ces risques ou ces peurs sont exacerbés, et la responsabilité est exacerbée dans une PME ou une ETI quand le dirigeant est frontal avec ses quelques salariés. Et il y a un dernier sujet qui est très compliqué pour nous, chez les sociétés qu'on accompagne, c'est la taille du retour. On est souvent dans des sociétés petites, avec des bénéfices qui peuvent être faibles, qui sont, comme je disais, plus volatiles d'une année sur l'autre, dans lesquels il y a parfois des fonds d'investissement. Et en fait, la déception peut venir du fait de dire, via l'actionnaire salarié, on va vous renvoyer 10% de la plus-value du capital, par exemple. Et donc ça peut être un effort très important sur la rémunération du capital, dans des industries capitalistiques, ou dans des industries dans lesquelles il y a des plans d'investissement en cours ou nécessaires. Et ça peut paraître bien maigre aux salariés qui se dit encore, mais les actionnaires et le patron se gavent parce qu'en fait, nous, on récupère que 10% de la plus-value. Et donc, voilà, dans les petites boîtes, c'est évidemment un outil qui est fondamental, qui est très utile et à mon avis qu'il faut faciliter encore. Ma société a le plaisir et la chance d'être membre de Croissance Plus, qui est un réseau de TI et de jeunes sociétés. Et c'est des sujets qui sont poussés là-bas de favoriser ça dans les petites sociétés avec des mécanismes juridiques plus simples, une transparence, des mécaniques accélérées, quoi. Donc c'est sûr que ça doit être facilité, mais c'est très fin à mettre en place dans des petites boîtes pour pas que ce soit déceptif, trop risqué, et j'en passe. Donc les pièges sont nombreux et la clé, c'est le dialogue, la cohérence et le sens, parce que ça ne peut pas venir de manière séparée de la roadmap stratégique, c'est sûr. Merci beaucoup. Alors de mon côté, sur les conditions d'efficience, il y en a une qui est importante, c'est le fait que la direction de l'entreprise n'assimile pas l'actionnariat salarié à des actions autodétenues et finalement de l'autocontrôle. Parce qu'il y a une tentation pour certains, et l'AMF est très vigilante là-dessus, que, en particulier comme l'actionnariat salarié est très structuré autour de fonds communs de placement dans lesquels les directions participent, et c'est bien qu'ils participent pour informer, je dirais, les salariés actionnaires d'un certain nombre d'éléments, mais quand ils prennent part au vote sur un certain nombre de décisions, en particulier les votes en assemblée générale, eh ben ça biaise la représentation qu'expriment, enfin les choix qu'expriment les salariés, dans la mesure où dans des fonds il peut y avoir autant de représentants de la direction que des salariés, et que la seule condition
pour que ça soit l'avis des salariés qui s'exprime, c'est que les salariés soient tous unanimes sur la question. La voix du président compte en double. Donc voilà, donc je pense qu'il y a... la loi Pacte a prévu qu'il y ait un déport, que la direction, les représentants de la direction ne votent pas dans le vote des résolutions d'Assemblée générale. C'est obligatoire, mais ça rentre en vigueur à partir des Assemblées générales 2021. Et on a bien vu lors des AG 2020 qu'il y en avait qui n'avaient pas anticipé sur l'entrée en application en 2021 et qu'on continuait à prendre part au vote, ce qui revenait à biaiser finalement l'expression de la position des actionnaires salariés, et ce qui revenait en fait à dire bah, c'est quasiment des actions d'autocontrôle. Donc voilà, je pense que c'est un écueil important. Et ensuite, il faut que la gouvernance soit globalement orientée vers le long terme dans cette ligne stratégique qu'on a tous décrit finalement, et que finalement, une gouvernance responsable et de long terme est importante, mais elle doit être couplée aussi, pour que tout ça marche bien, à une finance responsable et durable. Donc on voit bien, hein, vu qu'il y a les émetteurs d'un côté et les investisseurs de l'autre. Donc il faut qu'il y ait un deuxième pilier qui soit des financeurs qui soient eux-mêmes responsables, et puis qui est ce qui fait matcher le tout, c'est-à-dire un engagement actionnarial, c'est-à-dire quand une entreprise émet, alors ça peut être le cas dans une entreprise qui aurait choisi d'être entreprise à mission par exemple, quand elle dit moi ma mission c'est de faire ça, et ben il faut que les fonds ou les financeurs qui investissent dans cette société et achètent des actions de cette société exprime un engagement actionnarial à respecter ce que la gouvernance de l'entreprise décide, en particulier en termes de mission. Donc voilà pour ces points-là. Maintenant, vu que la loi Pacte a prévu un certain nombre de dispositions relatives à l'actionnariat salarié, il y avait un objectif implicite qui était d'atteindre 10% d'actionnariat salarié en 2030. Donc vous voyez, on est à 3%, donc il y a encore du travail. Donc eh bien, est-ce qu'il y aurait des mesures pour aller au-delà des dispositions de la loi Pacte? Un peu de prospective. Une mesure qui... Enfin, déjà, alors, quand on discute avec les entreprises qu'on accompagne, ce qu'on avait partagé, c'est qu'elles aimeraient bien déjà aller au bout de la loi Pacte, qui est déjà assez complexe en soi. Donc bon, commençons par aller jusqu'au bout. Mais quand on se projette sur comment faire pour aller plus loin, bon, on pourrait envisager encore des mesures fiscales incitatives. Bon, on va déjà voir, encore une fois, mettons déjà en place celles qui existent, allons jusqu'au bout, puis on verra après. Une autre piste qu'on pourrait évoquer, et on commence à voir un petit peu apparaître, c'est la mise en place d'indicateurs RSE dans les formules qui sont utilisées pour les accords. Accords de participation, accords d'intéressement, et pourquoi pas en fait la loi Pacte pourrait aller plus loin et proposer l'intégration obligatoire de telles formules ou soumettre une distribution à l'atteinte d'objectifs autres que financiers. Et je disais qu'on commence à le voir arriver parce que dans des fonds d'actionnariat salarié, il y a deux façons de faire. L'actionnariat classique, un fonds, vous achetez des actions, et puis il y a des fonds un petit peu plus complexes avec des formules derrière qui permettent d'associer le salarié donc, à la bonne marge de l'entreprise en lui fournissant une garantie sur son capital, et si tout se passe bien, il y a une formule qui se déclenche pour calculer son retour. Et dans les formules qu'on propose aux entreprises, eh bien, on commence à intégrer des critères RSE, justement pour éviter de se borner à des critères financiers purs et durs, et c'est l'occasion de faire le lien, si elle en a une, avec sa propre politique RSE, et d'intégrer dans sa formule du fonds d'actionnariat un axe qu'elle a donné en tant que société en disant voilà, moi, tel critère RSE, je veux me développer, et on le reprend là-dedans. Okay. Jean-Yves, ouais. Je crois que, enfin, je souscris totalement à ce que Jacques vient de dire sur les indicateurs, notamment les indicateurs non financiers. Alors après, c'est toujours le problème d'arriver à les mesurer, c'est encore un autre sujet. Au-delà de ça, je pense que moi j'ai le sentiment qu'en termes d'outils d'actionnariat salarié, la loi donne quand même, on est pas mal placé, on est au-delà des, je le disais tout à l'heure, on est au-delà des 10, elle donne quand même pas mal d'outils. Après, c'est encore une fois, il y a une logique politique.
Belgique du chef d'entreprise, enfin de la gouvernance d'entreprise, même pour le dire plus collectivement. Et de mon point de vue, une bonne utilisation des outils permet quand même d'aller relativement loin. Moi, je pense que j'ai souvent entendu, là, j'ai beaucoup utilisé le terme de cohérence. Je pense qu'il faut aussi une cohérence dans les mesures fiscales, c'est-à-dire que bon, le forfait social, je ne trouve pas ça très cohérent, quoi, pour être clair. Au passage, bon, alors après, là aussi c'est une question de politique. Nous, on n'a rien varié dans nos accords, dans nos distributions ou dans nos règles d'abondement suite aux augmentations successives du forfait social. Donc ça veut dire qu'on assume des surcoûts. Moi, je trouve que là, il y aurait sans doute quelque chose à travailler. Mais pour autant, finalement, alors quand je compare aux législations auxquelles on est confronté dans les autres pays où nous sommes présents, hein, nous sommes en Espagne, en Italie, au Portugal, et puis Suisse, Belgique et Pays-Bas. Finalement, la législation française permet quand même pas mal de choses. Après, encore une fois, je suis d'accord sur l'intégration de critères non financiers, bon, à leur mesure près, parce que c'est pas toujours évident. Peut-être, désolé, je vais corroborer, mais effectivement, je pense qu'il y a enfin, moi, j'ai 3 éléments, et c'est pareil, c'est plus pour le prisme des petites entreprises, où, pareil, tout coûte cher quand on doit faire recours à du spécifique. Et aujourd'hui, quand on met en place un plan d'action gratuite ou un plan d'action de BSPCE de créateur d'entreprise, ça coûte cher, c'est du juridique, c'est du frottement de tous les côtés. Donc, d'un point de vue des petites entreprises, je pense qu'il faut encore, et enfin, moi je l'ai vécu dans ma propre société, faciliter ces choses-là, notamment peut-être faire évoluer le statut de BSPCE, qui sont des bons de souscription de créateurs d'entreprises en BSPE. Pour ceux qui ne sont pas là à la création d'entreprise, ça faciliterait l'obtention d'actions sans passer par le mécanisme des actions gratuites, qui est peut-être un peu plus complexe à mettre en œuvre. Deuxièmement, peut-être relever les seuils, parce que je crois que le seuil c'est 10%, hein, et il y a plein d'entreprises dans lesquelles on pourrait encourager les salariés à détenir via ces mécaniques-là plus du capital, enfin en tout cas avec les instruments que j'ai en tête. Le forfait social, évidemment, c'est sûr que on met un forfait social sur la transmission d'actions par l'actionnaire salarié, alors qu'il n'y a pas de liquidité pour y payer l'impôt. Donc c'est quand même, ça c'est sûr qu'en termes de cohérence, on pourrait faire mieux. Et puis peut-être, enfin on pourrait, en tout cas ça encouragerait, je pense, beaucoup de patrons de PME et DTI à passer à l'acte. C'est quand même un vrai coût, hein, ce forfait social. Et puis enfin, c'est pareil, moi je l'ai vécu personnellement, mais je le vois chez Croissance Plus et chez les dirigeants avec lesquels on travaille. Peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs chez vous, mais avoir des dispositions, là pour le coup, peut-être encore fiscales ou juridiques, qui incitent les salariés à garder leur part plus longtemps. Donc qui soient encore plus incitatives à garder les titres. Je ne sais pas comment vous réagirez à ça. Donc voilà, nous, ce qu'on voit un peu avec les gens avec qui on travaille, d'un point de vue des petites entreprises. Et puis, j'ai commencé par ça pour dire simplifier encore quelques règles. Ça va notamment faciliter le regroupement de salariés dans des sociétés de salariés. Voilà, pareil. Donc, quand on est un grand groupe, quand on est une très, très grosse ETI, ça se fait naturellement. Mais si on pouvait avoir des outils et des instruments qui soient un peu plus automatiques sur étagère pour les petites PME, pour mettre ça en place, je pense que ça aiderait aussi. Bon, Yannick, merci d'avoir expliqué ce qu'était un BSPCE, parce que c'était une des questions qui était posée. Voilà. Donc elle est clarifiée maintenant. Alors, bon, moi je pense qu'il y a juste 2 points pour laisser la place aux questions. Je pense qu'il faudrait compléter le déport de vote des directions dans les FCPE d'actionnariat salarié. Pourquoi ? Parce qu'on arrive dans certains cas à ce que ça soit la direction qui désigne finalement les administrateurs qui représentent l'actionnariat salarié en faisant fi des élections qu'il y a pu y avoir pour désigner des membres de conseil de surveillance. Donc ça, c'est quand même un facteur de désengagement des salariés qui disent finalement, on nous fait voter, mais finalement la direction fait bien ce qu'elle veut. Alors c'est, je pense et j'espère, loin d'être un comportement très usité, mais il faut y mettre fin et une disposition légale sera la bienvenue. Le deuxième point, alors vu qu'on est à ProDurable, c'est de dire comment on peut finalement, vous savez que beaucoup de sociétés cotées communiquent sur ce qu'on appelle la guidance financière, c'est-à-dire c'est quoi mes objectifs financiers en termes de bénéfices par action, etc., sur les 3-5 ans qui viennent. Alors c'est plus ou moins quantifié, qualitatif, etc., mais beaucoup de sociétés pratiquent cet exercice de la guidance financière. Et pourquoi pas obliger dans ce cas-là à dire, vous devez publier aussi une roadmap d'objectifs, alors une feuille de route d'objectifs RSE, comment vous contribuez aux objectifs de développement durable avec des objectifs quantifiés qu'on évaluerait qu'on pourrait évaluer en termes d'atteinte au même titre que les objectifs financiers.
Et finalement, ça donnerait un engagement plus fort sur le long terme et sur les engagements RSE. Et finalement, les deux sont liés, parce que pour atteindre des objectifs de développement durable, souvent, c'est rebouclé par les investissements qu'il faut consentir sur la chaîne de valeur. Et finalement, ça permet de rendre cohérent, finalement, et peut-être de mieux équilibrer les objectifs financiers avec l'atteinte d'objectifs RSE. Et bien sûr, pourquoi pas ces mêmes objectifs les faire contribuer au même niveau dans la rémunération des dirigeants que les objectifs financiers. Voilà, deux petites idées. Alors maintenant, on passe aux questions. Alors, je me connecte sur l'application. Alors, que je ne me trompe pas. Et on avait une question en particulier. Est-ce que l'actionnariat salarié est compatible avec un montage en scope? Alors, je pense que Jacques peut peut-être répondre. Non. Je ne sais pas si je peux répondre. Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas, en fait. Surtout impossible. En fait, l'actionnariat salarié, ce n'est pas forcément des actions, déjà. On pense actions, mais il y a d'autres formes d'associer les gens à la bonne marge de l'entreprise. Il y a des obligations qui peuvent être émises par l'entreprise, il y a des titres. Donc non, le statut de scope ne me paraît pas, alors il faudrait faire une petite étude un peu plus poussée, mais là, brut pour point, je ne dirais pas non. Au contraire, il doit y avoir d'autres montants. Conceptuellement, c'est sûr que non. Ouais. On va pouvoir distribuer des parts de la scope, mais après, est-ce que les dispositifs fiscaux permettent de bénéficier de tous les intérêts qu'il y a par ailleurs sur l'actionnariat salarié plus classique? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Bon, donc voilà, on restera peut-être un peu... Par définition, une scope, les salariés sont actionnaires. Ah oui, oui. C'est pour ça que... Par définition. Ouais. Alors qu'une SA, une SARL, etc., c'est pas obligatoire. Dans une scope... Normalement, ils le sont. Ouais. Alors, autre question, 3 minutes, ouais. A-t-on des exemples parmi les professions libérales? Alors, j'imagine que ça doit être lié à la structure et comment est organisée la profession libérale, architecte, avocat, etc. Oui, il y a tout à fait. Enfin, c'est moins un secteur que je connais, mais en tout cas, on a des clients cabinets d'avocats qui distribuent intéressement de participation. Alors après, sur l'actionnariat salarié, peut-être pas dans les méthodes que nous, en tout cas, on connaît et qu'on pratique régulièrement avec Nadixis. Peut-être plus des méthodes éventuellement actionnariat direct ou alors association capital. Ouais, alors c'est pareil, merci de nous coller, c'est bien, c'est fort. Moi j'ai vu des sujets dans les cabinets d'avocats, mais c'est pas structuré comme ça. C'est pas du tout structuré comme ça, mais ça dépend de la structure du cabinet, si c'est en profession libérale ou en part. Hein. Ça dépend s'il y a une société par action derrière. Et la plupart des montages de cabinets d'avocats que je connais, non, il y a les deux cas. Il y a un partage de la plus-value des bénéfices annuels. Et il y a des gens qui valorisent ça par part. Donc, moi, je connais que le cadre des cabinets d'avocats. Et donc, il y a les deux montages. Alors, je vais répondre à la dernière question qui a été posée sur l'application, qui était à partir de quel pourcentage de détention du capital et de droit de vote des salariés le mécanisme soit réellement effectif. Alors, comme on l'a dit, hein, l'actionnariat salarié peut être structuré, avoir un FCPE qui détient moins de 1% du capital. Et il y a expression sur les résolutions d'assemblée générale, etc. En revanche, il faut atteindre le seuil de 3% pour qu'il y ait la capacité d'avoir un administrateur représentant l'actionnariat salarié. Et il faut aussi, en général, avoir une détention de capital au-dessus d'un certain pourcentage pour pouvoir déposer des résolutions en assemblée générale. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Une question orale? Oui. En fait, dans le cadre de la mise en place de notre politique RSE, on est en train de réfléchir à un accord d'intéressement et potentiellement à un abondement. Et puis en prenant un tout petit peu de hauteur, vu qu'on est une entreprise de logement social, que l'unique revenu, en fait, c'est le loyer de nos locataires, et ben, on est devant un cas de conscience, c'est-à-dire comment intéresser et surtout abonder aux bons résultats de nos collaborateurs, en sachant que c'est un peu contre-productif avec notre mission sociale. Et donc voilà. Donc j'aimerais savoir finalement s'il y a des leviers d'action pour lever ce cas de conscience. Ça vous dérange pas? Ouais. Peut-être à la question, parce qu'il y a un peu personnel à l'extérieur, parce qu'il y a les conférenciers d'après qui vont Voilà, arriver, donc... et malheureusement...
effectivement, je voulais... C'était encore une très bonne question, très difficile. Hein. Donc on arrive au terme de cette table ronde. Merci beaucoup de votre attention. Et elle a été filmée, donc vous pourrez la retrouver en ligne. Merci beaucoup. Ah oui, c'est très technique. Hein.